Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, nous allons parler de Mad Fate de Choi Cheong qui est sorti chez nous en 2024. Il est en salle, si vous avez de la chance d'avoir une salle à RSA, je sais pas s'il va sortir dans les gros pâtés Gaumont trucs à la con. Mais si vous avez la chance, vous pourrez peut-être le voir près de chez vous. Et il est sorti en 2023 à Hong Kong, puisque c'est un film hongkongais. Alors, Mad Fate, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le réalisateur Choi Cheong? Moi, je le connais par Limbo, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui était un thriller complètement fou, avec une image délirante de beauté, un noir et blanc somptueux, et puis des cadres fous, remplis à ras-bord de détails dans tous les sens. Tu pouvais limite perdre les personnages, parce que finalement, les personnages fusionnaient avec le décor, mais avec la composition, t'étais jamais vraiment perdu. Voilà, et puis d'une noirceur absolue. Et là, Mad Fate, qui est son... Alors, c'est pas son film suivant. Entre les deux, il a fait un 3e épisode d'une saga, Le Roi Singe. Ça, je vais pas aller le voir, ça a l'air vraiment dégueulasse. Vraiment un style hongkongais, avec des effets abusés. Je sais pas si c'est une esthétique qu'ils aiment ou c'est un manque de moyens, mais bref, il revient avec... donc Mad Fate, qui est très différent de Limbo, et en même temps, on retrouve quand même une espèce de thriller autour d'un tueur en série, thématique qu'il aime bien, mais visuellement, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est haut en couleur, là où Limbo était en noir et blanc, et pourtant, c'est le même directeur de la photographie. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que Limbo, c'était d'une élégance absolue, et ici, on est dans un baroque complètement fou, et aussi parfois un peu de mauvais goût. Alors, je ne mesure pas à quel point il y a quelque chose de culturel derrière tout ça, puisque voilà, si on est capable de sortir Limbo et de sortir celui-là, c'est que pour eux, c'était certaines touches que moi je trouve mauvais goût ne sont peut-être pas du mauvais goût. Alors, le film est globalement assez beau dans ce style-là, hein. Moi, c'est qu'il y ait des couleurs de malade, j'aime beaucoup ce visuel très expressionniste. Voilà, on n'est pas dans une recherche de réalisme, on est en mode ok, c'est du cinéma, on va utiliser les moyens du cinéma, on va utiliser les cadrages, des cadres en très courte focale où ça se déforme un peu, des plans avec vraiment des plongées et des contre-plongées extrêmes. J'adore. Simplement, il y a 2-3 moments, des petits effets notamment. Ça, il faut que j'en parle. Il y a un chat dans le film, qui en plus a son importance. Ils se sont dit, écoutez, on va pas pouvoir le dresser un chat assez bien, ou je sais, peut-être chez eux non pas ça. D'ailleurs, des chats, je sais pas à quel point on peut leur faire des choses précises dans un film, et là, ils ont fait en CGI. En CGI, CGI 2023, j'ai jamais vu ça. C'est horrible. Ça peut un peu gâcher le film, hein, clairement. Déjà, la modélisation est dégueulasse. On dirait un faux truc. Au début, tu peux te demander si c'est pas un espèce de chat fantastique bizarre, tu vois, à la limite, là, ça pourrait passer. Mais c'est pas le cas, c'est censé être un chat qui est dans la rue. Et entre ça, l'animation, quand il se met à bouger, à sauter, tu fais non! Oh, c'est horrible! Mais bon, si on met ça de côté, on a aussi des choses très belles, des plans très beaux. Et c'est un film extrêmement foisonnant, extrêmement rempli, encore une fois, d'une autre manière. C'est beaucoup plus dans l'énergie, dans le foutraque. Et donc, faut peut-être que je vous situe. Donc, il y a une histoire de tueur en série, de tueur en tout cas, qui est en train de rôder dans le quartier où se situe l'action. On a un policier, on a un autre gars qui a l'air d'être très sensible, l'air d'être attiré par la mort aussi. Et puis, nous avons un espèce de chaman Feng Shui, qui lui est... alors, le personnage central, je dirais pas tout à fait, c'est ça un des éléments très intéressants, je trouve, dans le film, c'est qu'on a un peu une brochette de personnages. C'est pas tout à fait choral, mais en tout cas, il y a une espèce de connexion entre eux, forcément tous liés autour de retrouver ce fameux tueur, puisque le chaman va essayer d'aider, un peu contre son gré, ce gars qui a des pulsions de mort, mais il veut pas retourner en prison, donc il fait ok, aide-moi. Et on a un policier qui lui est là pour essayer d'arrêter le tueur, et aussi le gars qui soupçonne de peut-être un moment repasser à l'acte. Et on a en plus
personnage peut-être un peu plus secondaire, mais une jeune femme qui est obligée de se prostituer parce qu'elle est complètement fauchée. Voilà, et donc forcément, elle fait partie des potentielles victimes. Le tueur en série tue les femmes, encore une fois, voilà, un cliché du monde moderne. Mais donc vous avez cette brochette, et on a une focalisation très particulière, puisque le personnage qui fait avancer l'histoire, donc le chaman, c'est lui qui est vraiment moteur, puisqu'il veut à chaque fois, vas-y, il faut que tu fasses ça, machin. C'est donc ce qu'on appelle un protagoniste, un peu différent un personnage n'est pas forcément protagoniste, c'est les 3/4 du temps le cas, puisque le personnage principal fait avancer l'action, donc il est protagoniste. Mais là, on a un personnage qui est presque, pour moi, celui qui a des pulsions, qui serait le personnage principal, un petit peu plus principal que les autres, mais qui n'est pas le protagoniste, puisque le protagoniste, c'est le chaman. Donc vous avez une dynamique très particulière dans le film, où il n'y a pas un centre ultra précis, c'est une espèce de truc qui oscille entre les personnages, et d'ailleurs la focalisation aussi, je trouve, elle varie entre ce chaman. À un moment, on va plus adopter le point de vue peut-être du policier un petit peu, de la prostituée un petit peu, et puis du gars qui a les pulsions là. Donc ça fait une espèce de... ça se mélange à ce côté très énergique, foutraque de la mise en scène, et c'est ce qui m'a plu beaucoup dans le film. Et en plus, l'autre élément très important, très intéressant, et qui est lié à tout ça, c'est cette manière dont le film traite, questionne, qu'est-ce que c'est la vérité, et justement, qu'est-ce que c'est qu'un film? C'est pour ça qu'il y a un côté un peu méta. Un film, c'est quoi? C'est une fiction à laquelle on vous demande de croire, une histoire à laquelle on vous demande de croire pour pouvoir vivre une expérience, éprouver des émotions, etc. Et là, justement, à travers ce chaman, qui du coup est plus ou moins connecté à des espèces d'éléments mystiques, ça dépend comment nous on le considère, si c'est de la croyance un peu religieuse, ou pour lui c'est un peu comme une science, puisque il a du matériel et une espèce de petit bordel pour voir un peu les alignements de planètes, etc. Donc vous voyez, là on est côté astrologie, donc astrologie on n'est pas vraiment dans la science, on est plutôt dans l'antithèse de la science, mais dans sa pratique, c'est marrant justement, la manière de décrire ce gars, c'est que déjà, il y a donc une base de feng shui, donc on a un truc concret avec des objets à positionner, etc. Et donc il a quand même, vous voyez, des objets, il est pas en mode je médite et je ressens des ondes, machin. Il est un peu en mode calcul plutôt. Donc ça donne un côté un peu plus concret à sa pratique, et on nous demande justement de croire ou non en sa capacité à vraiment voir des choses. Et même les personnages entre eux, ils demandent en quelque sorte, il y a un tiraillement permanent, mais ils demandent aux gars qui a des pulsions de croire en lui. Vous voyez? Et cette thématique-là, je la trouve très intéressante, notamment parce que on a c'est notamment grâce à ces changements un petit peu de focalisation, on a notre perspective, notre vision du personnage, elle change au fur et à mesure du film. Il y a des films où c'est très raté, où du début à la fin le personnage est le même, pas très intéressant, et là il y a des transformations, et justement, au-delà du fait que le personnage évolue dans l'histoire, nous, la manière dont on nous le présente au début, on se fait une espèce d'idée, on a des a priori, et ensuite le point de vue va changer, et on va re-questionner notre a priori. Et ça, je trouve ça très intéressant, par rapport à ce dont tout le film parle. Il parle de destin, à quel point on peut le modifier ou pas, est-ce qu'on en est maître, etc. Voilà, donc c'est un film, voilà, qui a certains un peu défauts liés à sa foucardise, on pourrait dire. Le chat qu'il va falloir refaire, il va falloir demander à une vraie entreprise d'effets spéciaux de le refaire et de ressortir le film en Blu-ray. Mais en dehors de ça, c'est un film super intéressant et très plaisant à regarder. En plus, il y a un humour qui est toujours là. Et ça, c'est pareil, je trouve que jouer avec le drame, parce que quand même, on parle de tueurs en série, ou de tueurs en tout cas, et donc placer de l'humour là-dedans, c'est pas évident, et ça marche très bien. Je trouve que le ton est quand même bien maintenu dès la séquence d'ouverture, qui a plus de cinéma que dans Tout sans un bruit. Voilà, genre Place sans un bruit, c'est vraiment... Je me suis posé la question, j'ai douté, je me suis dit, est-ce que je suis pas passé à côté du film, machin. Et en allant voir celui-là 2 jours plus tard, au bout de 10 minutes, je me disais non, c'est vraiment ce film est plat et nul, et que là, tout d'un coup, plein de cinéma, ça fait plaisir.
Voilà, donc 4 sur 5 pour Matt Fate, et je vais bientôt vous reparler de Soi Chang, puisque son dernier film débarque en salle, son film de 2024 débarque en 2024 chez nous. Ça s'appelle, comment ça s'appelle City in the Darkness. Alors je crois qu'il y a un autre titre, mais il doit sortir sous ce nom-là chez nous. Et donc je vais vous en reparler bientôt, et on se retrouve soit pour ce film-là, soit pour autre chose, bientôt chez Critic Man. Ciao ciao.